Cool. Bon, bah ça y est. Coucou. Petite introduction du coup muette. Hein. Comme à la grande époque. On s'est dit, on reçoit Pride, on va vous faire The Artist. Parfait. Belle transition. Très très bon. Voilà. Très bon. Toujours savoir retomber sur ses pieds. Ouais, c'est parfait. Magnifique. Bon les copains, bah, désolé pour ce faux départ, mais ça y est, on est en live avec du son et ça, c'est quand même la classe. Avec Pride, qui vient nous parler de Tales of the Rift. Tales of the Rift. Un financement participatif, j'allais Ouais, erreur. tout à fait. T'allais dire quoi? Un Kickstarter? Non, j'allais pas Non, dire ça. pas bien. Non, dis donc. Non, pas bien. Alors du coup, ce soir, en fait, Pride vient nous présenter Tales of the Rift, donc le jeu qu'il est en train de lancer en financement participatif qui va commencer demain à 10h. 10h. Ouais. Donc là, comme vous le voyez là, il est un petit peu stressouille, hein, Tout petit un peu, petit ouais. peu. Tout Mais en tout petit cas, peu. il est venu nous présenter le jeu, donc on va faire ça en plusieurs étapes, pardon. On va d'abord faire une présentation un petit peu tranquille, là, comme ça, posée dans le canapé. Et puis ensuite, dans un second temps, on ira sur le plateau, on montrera les figues en gros plan, on montrera un petit peu quelques tours de jeu pour voir un petit peu les règles, comment se passe un tour, quels sont un petit peu les défis que représente Tales of the Rift. Mais pour l'instant, tu vas nous faire une petite présentation du projet dans son ensemble. Ouais, donc c'est un projet qui part en financement participatif, comme tu l'as dit, sur la plateforme Game on Tabletop demain matin à 10h. Bon, ça c'est la partie mercantile. Ça y est, maintenant, ça c'est terminé. On en reparlera, je pense, 15-20 fois pendant le live. Tales, c'est un jeu d'escarmouche sur plateau. Alors ce n'est pas un wargame, c'est pas un jeu de société sur plateau, c'est un peu entre les deux. Ouais. Et on a essayé de mixer tout ce qui nous est rêvé, nous, en tant que joueurs, parce que c'est le but du projet, c'est de faire jouer les gens, en fait. Okay. Donc on a pris ce que nous, on aimait, du wargame et du jeu de cartes. Voilà. Alors, on n'est pas sur un TGC comme Magic ou Yu-Gi-Oh! On n'est pas sur un wargame type Warhammer, on est sur un espèce d'hybride entre tout ça, avec ce qu'on aimait bien dans le jeu de cartes, ce qu'on aimait bien dans le jeu de figurines. Le but, c'était de créer un jeu qui, avec le moins de matériel possible, pouvait apporter le plus de choix, en fait, pour avoir la rejouabilité la plus grande possible. Ouais. On a beaucoup bossé sur les règles. Ça a vraiment été le cœur du projet. Donc 3 ans de développement de genèse des règles. Quand même, ça commence à faire. Ouais, les confinements ont un peu aidé pour le coup, parce que là, on a quand même pas mal pu tester. Et 18 mois un peu plus panique, où on s'est occupé de la partie administrative et matérielle. Voilà, qu'on aurait peut-être dû prendre au sérieux un peu plus tôt. Mais en tout cas, on a vraiment bossé sur les règles. Ce que vous propose le jeu, c'est d'incarner une faction. Alors, en tout, il y en aura 10. Mais au lancement du jeu, on a pu en présenter que 4. Ouais. Voilà. Dans chaque faction, il y aura 10 personnages. Chacun ayant une valeur de points entre 2 et pour l'instant 8 pour les plus hauts, mais peut-être un jour, si tout se passe bien, vous en verrez qu'on a une valeur de points qui dépasse 10. Okay. Enfin, qui dépasse 8 pour arriver à 10. Spoiler alert, voilà, petite info, avec suffisamment de rejouabilité au sein de l'ensemble de ces factions, même si elles ont des types de gameplay. Par exemple, il y en a qui sont plus contrôle, il y en a qui sont plus aggro, et que vous puissiez vraiment, même dans une faction plus contrôle, jouer agressif, ou dans une faction plus agressive, jouer plus contrôle. Que chacun ait un gameplay vraiment très différent, pour faire des parties qui durent, on va dire, entre une demi-heure et 1 heure. Jeu rapide. Jeu assez rapide, et le but, c'était que ce soit le plus stratégique possible. Donc des choix au niveau de la faction, de la composition de la faction, parce qu'en tout il y aura 10 personnages, ce qui permet de faire un certain nombre de combinaisons pour créer ta coterie, plus un deck que tu vas construire, avec les cartes des personnages que tu as pris, que tu es obligé de mettre dedans, plus un certain pool de cartes neutres que tu peux rentrer en fait pour customiser un peu ton deck. Donc là, attention, parce que souvent, ça pour avoir discuté avec pas mal de gens, notamment sur les jeux de société, souvent on fait la différence, on fait pas la différence entre stratégie et tactique. Là, on parle de jeu stratégique dans le sens où il y a une vraie préparation. C'est pas par exemple comme un Super Fantasy Brawl, où Super Fantasy Brawl, on va avoir un pool de cartes qui va être systématiquement le même dès lors qu'on va prendre un personnage. Ici, il y a vraiment une phase de construction de deck, un peu comme tu disais, un peu à la Magic, où on va vraiment essayer de faire son deck building en amont pour essayer de sortir le meilleur de sa coterie. Donc il y a vraiment ce côté stratégique dans le sens où on va orienter son jeu d'une certaine manière. Et ensuite, bien sûr, le côté tactique, une fois sur le plateau avec le déplacement du film. Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, on n'est pas sur un niveau de complexité comme Magic, parce qu'on n'a pas des dizaines d'extensions ou des centaines de milliers de cartes. Pour l'instant. Mais il y a effectivement un vrai choix déjà de la faction. Ensuite, quel personnage tu vas mettre dedans et comment tu vas créer ton deck, enfin, comment tu vas combler, en fait. Tu as des decks de 30 cartes. Chaque personnage a 3 cartes. Si par exemple tu joues 5 personnages, tu as donc 15 cartes qui te sont imposées par les règles, donc les 3 cartes de chacun de tes 5 personnages. Il t'en reste 15.
ou plus si tu veux, mais en général, c'est la limite inférieure que tu vas chercher. On sait que quand c'est 30, c'est voilà, c'est ça, c'est 30, peut-être 31, mais voilà. Ça, et qu'est-ce que tu vas mettre dans ces 15 cartes-là? Est-ce que si par exemple tu joues la Maison Rouge Champ, qui est une faction assez agressive, est-ce que tu vas rentrer des cartes de contrôle ou des cartes de défense pour pallier un peu leur manque peut-être de défense, ou est-ce que tu vas dire que tu mets tout dans l'agression? Voilà. Et on a donc beaucoup travaillé là-dessus pour qu'avec 10 figurines et les 40 cartes neutres de faction, vous puissiez faire un grand nombre de parties sans jamais voir la même, contre un grand nombre de factions, et pouvoir tout mixer pour que le moindre personnage que tu enlèves pour en mettre un autre à la place, change quand même assez, de manière assez impactante ta stratégie sur le jeu. Donc, il y aura vraiment un petit casse-tête en fait à se dire est-ce que je prends lui, est-ce que je prends lui. En gros, l'idée, si je comprends bien derrière ça, c'est qu'il n'y ait pas de personnage auto-include, voilà. Et que du coup, ça soit bon bah là, allez, aujourd'hui j'ai envie de partir sur ça, donc je vais tester ça, mais demain je pourrais changer tous les persos, en prendre complètement d'autres et jouer avec, et ce sera autant fun. Ouais, en fait, on voulait que toutes les cartes soient potentiellement jouables dans un deck, que tous les personnages soient intégrables dans une coterie, et même si par exemple tu pars sur un archétype, on va parler de la Maison Rouge, ce sont des sorciers qui manipulent le feu. Ils ont différentes règles de faction, il y en a une, on en parlait un peu en off, c'est la brûlure. Ouais. Tu as des personnages qui vont jouer sur la brûlure. Donc si tu dis que tu veux orienter et ton deck et ta coterie sur la brûlure, le personnage qui va vraiment jouer sur ce mécanisme-là, et lui pour le coup auto-inclus. Oui, mais sûr. Ça veut dire qu'à côté, tu as niveau 5 points, ce personnage sur 20, parce qu'une coterie fait 20 points, il te reste 15 points pour te dire qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais mettre plus, on va dire, un tank, parce qu'on a aussi des archétypes classique des MMORPG. Voilà. Est-ce que je vais mettre un tank pour protéger? Est-ce que je vais mettre d'autres DPS pour taper plus fort? Ce genre de choses. Dans l'agression pure. Et le but, c'est que quelle que soit votre décision, tout soit jouable. Donc en fait, la partie deck building et création de sa coterie est intéressante parce qu'on peut vraiment choisir ce qu'on a envie de jouer, mais elle n'est pas handicapante dans le sens où on pourrait presque prendre des personnages au hasard qui font 20 points et arriver à quelque chose qui pourrait tenir la route, même si les synergies sont peut-être moins évidentes que si tu as vraiment tout buildé pour aller faire telle ou telle, on va dire, règle. Voilà. Et après, le but, c'est qu'une fois arrivé sur la table, donc sur 5 tours de jeu, vous ayez le plus de choix possible à faire pour que là, quelqu'un qui maîtrise bien et qui va faire les bons choix prenne l'ascendant, en fait, sur quelqu'un qui va peut-être un peu moins maîtriser les règles ou ce genre de choses. Ce que tu vas montrer tout à l'heure quand tu vas me défoncer. Tu as bien bossé les règles, du coup, je vais prendre une PC. Voilà. Et on voulait, c'est ce que tu me disais aussi, on voulait que les règles soient simples pour que même des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de gros wargames type ceux de Game Workshop puissent les comprendre assez rapidement, mais qu'il y ait suffisamment de subtilité dedans pour que vous continuiez à découvrir des choses au bout d'un certain nombre de parties. D'accord. Donc là, du coup, on a commencé à parler un petit peu des factions, du système de jeu, tout ça. Là, on va faire justement un point un peu plus précis. Parce que oui. Eh oui, on l'a bossé ce live, les gars. On aborde les trucs, on les a préparés et tout. Bim, bam. Comme le son. Ça va. Oh, c'est petit. Oh, c'est petit. Oh, c'est en dessous de la ceinture, ça, monsieur. Mais là, du coup, on va faire un petit focus. En tout cas, on va parler plutôt fluff, faction. Mais avant ça, du coup, je vais juste clôturer, on va dire, la première partie présentation du projet. Donc, pour rappel, c'est financement participatif sur Game on Tabletop. Tout à fait. Et demain à 10h. Et jusqu'au 28. Jusqu'au 28, ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on peut déjà donner sur le Kickstarter, des choses qui sont déjà sues sur le... Ah, depuis tout à l'heure. Sur le crowdfunding. Donc, va vous être proposé un certain nombre de contreparties, de pledges. La boîte de base oppose 6 personnages de la faction Rouge Sang à 6 personnages plus 1, on reviendra dessus tout à l'heure, de la faction Etherguild, ainsi que l'intégralité du matériel pour jouer, c'est-à-dire l'intégralité des cartes des factions, le plateau de jeu, les dés, les règles et tous les jetons pour jouer. Et à côté de ça, on a pu développer suffisamment 2 autres factions, pas au niveau des règles, parce que ça, elles sont toutes prêtes, mais au niveau du design et de la sculpture des figurines. Donc la voie véritable et l'échange esprit. Donc il y a 2 boîtes de starters supplémentaires, chacun composé de 6 figurines, voilà, qui vous permet, si les 2 factions de la boîte de départ ne sont pas celles qui vous attirent le plus, de prendre une faction, donc l'échange esprit plus contrôle, et la voie véritable plus tanking. Voilà. Même si ils sont pas obligés de faire que ça. Voilà. C'est les archétypes principaux. Pour que vous ayez une faction agressive, une faction contrôle, une faction tanking et une faction assez polyvalente qui est l'Etherguild. D'accord.
Au niveau des niveaux de pledge, de prix, tout ça, on garde la surprise pour demain ou... Non, bah de toute manière, on en a déjà pas mal parlé. Donc vous avez le pledge de base avec la boîte de démarrage qui était à 80 €. Ok. Ensuite, vous avez soit le pledge avec la voix véritable, soit le pledge avec les change-esprit qui sont à 125. Ok. Et vous avez le all-in, donc avec les deux extensions, enfin les deux starters, factions. plus le livre de fluff qu'on a écrit, Okay. avec toutes les illustrations également qui sont à l'intérieur, la carte du monde, ce genre de choses. Et un tapis de jeu en néoprène, parce que dans la boîte de base, vous avez un tapis, vous avez un plateau en carton quadrifold, mais on a trouvé ça bien de proposer un tapis en néoprène aussi pour ceux qui apprécient la matière, qui apprécient la facilité de transport, ce genre de choses. En plus, ouais, parce que j'ai le tapis, je n'ai pas encore le proto du plateau en carton. Voilà. Ok. Et celui-là est à 220. Très bien. Ok, bah c'est noté. Donc. Alors, du coup, là, on voulait faire peut-être un petit zoom quand même. J'ai vu que tu avais commencé, Clément. Je vais faire un petit zoom sur les figurines, parce que franchement, elles déboîtent en fait, tout simplement. Hop. Donc les figurines, c'est de l'impression 3D, parce que les nouvelles technologies nous permettent de faire quand même des choses assez fines en impression 3D, donc en résine, et pratiquement monobloc, parce que la seule chose que vous avez à faire, c'est de les coller sur leur socle. Ah, on voit pas hyper bien, je pense qu'elles sont pas orientées dans le bon sens. Je vais essayer de les mettre comme ça, plus dans le sens de la lumière. Hop. Mais de toute façon, après, on pourra aussi vous donner des liens. Tu disais, Nico, qu'il y a... Ah si, là, on les voit bien. Là. On a une petite page Facebook où il y a les photos de toutes les figurines qui seront disponibles sur Gammon à partir de demain 10h. Voilà, si vous voulez les voir. Franchement, c'est de la super qualité. Très fine, je les trouve. Alors, je vais essayer d'en prendre une comme ça, très gros plan. Hop. Donc, je remercie encore les peintres qui nous ont épaulés sur ce projet. En l'occurrence, je vais citer là pour le coup ceux dont on voit les figurines. Donc la Maison Rouge Sang, Guillaume Tire en main, ça a été peint par Damag. Et les figurines de l'Etherguild, ça a été peint par Alessio. Que je remercie encore. C'est vrai que là, pour le coup, je le disais tout à l'heure, je pense qu'on va changer de cam. Les figurines, là, elles ont été vraiment super joliment peintes. Alors, moi, du travail de qualité. Comme vous le savez, d'un niveau de peinture, je pense, assez proche du Golden Demon, on a quand même eu la volonté de faire des figurines qui étaient accessibles, avec des reliefs développés pour que ça puisse se peindre, on va dire, en couche de base de la vie. Voilà, parce que c'est mon niveau de peinture à peu près, pour de vrai. Donc, évidemment, les figurines promotionnelles, enfin celles dont on se sert pour illustrer la boîte, ce genre de choses ont été peintes par des professionnels, mais même quelqu'un de très mauvais comme moi, un jour je vous montrerai les figues de Tails que je peindrai, voilà, pour montrer que même une quiche avec deux mains gauches peut arriver à faire quelque chose. Ça a vraiment été, dès le design, en fait, ça fait partie des choses qu'on a demandé aux sculpteurs, c'est de faire des figurines qui sont accessibles au niveau de la peinture. Ouais. Bah, alors déjà, moi il y a un truc que je remarque, c'est que bon, c'est de la figurine monobloc, il n'y a pas de montage à faire. Non. Et parfois, le défaut qu'on a sur des figurines monobloc, c'est qu'elles sont, comment dire, il y a des zones qui sont un peu inaccessibles. C'est que voilà, elles sont recroquevillées un peu sur elles-mêmes, du coup pour aller chercher au pinceau c'est un peu compliqué. Là c'est pas le cas. En effet, tous les éléments sont assez, je pense, là comme ça au premier coup d'œil, en tout cas tous les éléments sont assez accessibles. Non mais arrête, t'es chafouin. mais voilà, ça c'est vraiment un premier point. Le deuxième point, en tout cas là justement sur la faction rouge sang, moi que je trouve particulièrement intéressante en termes de peinture, c'est qu'il y a du détail, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, c'est différenciable, donc il y a une bonne lecture de la figurine, mais c'est pas surchargé, c'est pas surblindé de détails. Peut-être un petit peu plus ici, et quand je dis un petit peu plus, ça veut dire qu'il y a un peu plus de détails, ça veut pas dire que c'est blindé, mais c'est parce que justement c'est du steampunk, donc du coup on est vraiment dans cette nécessité d'avoir un peu plus d'éléments. Voilà, c'est ça. Mais du coup, ça c'est le genre de figurine qui nécessite ça, donc ça choque pas du tout. Donc là, en l'occurrence, j'ai envie de dire, il y a le bon niveau de détail pour avoir des jolies figurines où on peut faire des belles choses avec, sans forcément partir trop loin dans le détail, dans le un petit peu trop. Qu'on peut peut-être avoir par exemple des fois chez Games où il y a vraiment beaucoup de détails et que du coup on s'y perd un peu à la peinture. Là c'est pas le cas, donc je comprends ce que tu dis quand tu dis que vous avez voulu des figurines accessibles. Je trouve qu'on le ressent. Tu vois par exemple sur la maison Change Esprit, donc les figurines sont pas là, c'est des mages illusionnistes qui ont vraiment un style très baroque. Et eux pour le coup très extravagant. D'accord. Et on a laissé des grandes zones vides
qui sur nos illustrations ou sur les figurines qui ont été peintes par Damex sont recouverts de damier, un peu comme des arlequins Oui, dans la barre d'accord. 40 000. Ok. Mais si quelqu'un veut simplement les peindre avec aplat, lining, Ouais. il peut le faire. Et celui qui veut s'éclater à faire du freehand, il C'est peut le ça, faire. tout à fait. Mais Ok. on a préféré laisser les zones libres plutôt que de texturer Oui, les damiers. Aujourd'hui, l'impression 3D est tellement précise que tu pourrais le faire. oui, tout à On a fait. essayé de ne pas le faire justement pour les gens qui ont envie de faire du freehand ou ce genre de choses. Ok. Bon, eh ben écoute, moi c'était une super découverte. J'ai vraiment, vraiment apprécié la partie, alors que c'est la première. Et encore une fois, j'insiste vraiment sur le fait qu'en effet, on ressent le jeu qui est beaucoup basé sur les cartes, avec un vrai deck building, avec une vraie réflexion, à la fois stratégique et tactique. C'est très prenant et ça a un vrai goût de reviens-y parce que du coup, on se dit, ok, ça j'ai compris. Et pour la prochaine partie, il va falloir que je le fasse. Bah, c'était le but en fait. Et ce qui était assez intéressant pour nous, c'est quand on intégrait des nouveaux playtesters qui jouaient pas forcément de la même manière que les autres parce qu'on essayait de prendre des profils qui venaient d'un peu de tous les horizons, du wargame ou du jeu de cartes. Et les gens jouaient pas de la même manière. Et c'est marrant ce que tu dis parce que les mecs qui viennent du wargame vont te dire que c'est plus les figurines qui vont faire la partie tactique. Et toi qui viens un peu plus peut-être du jeu de cartes, parce que notamment Yu-Gi-Oh, voilà, tu me dis c'est marrant, c'est plus le deck. Je pense que ça se situe à peu près à 50-50, parce que ça dépend des coteries au fait. Là, tu avais pas mal de gameplay basé sur les cartes, c'est la coterie que je t'avais faite. Quand tu te retrouves avec des personnages tous type achat, t'as des bons brotteurs de corps à corps, c'est plus les figurines qui vont faire les effets. À côté de ça, la faction contrôle, l'échange esprit vont énormément jouer sur leurs cartes. Beaucoup plus que sur leurs figurines. Je pense que ce qui a donné ce ressenti-là aussi, et ce n'est absolument pas un tacle, c'est vraiment blague à part, c'est parce que vu que j'avais pas les fiches personnages, du coup, je n'ai pas vu les. Mais non, ça n'est pas du tout. Vu qu'elles y étaient pas, tu sais, je voyais pas comment dire, les passifs. Ouais, bien Et sûr. donc du coup, je me suis forcément focalisé sur ce que je voyais, donc sur les cartes. Mais à partir du moment où on a les passifs, forcément, ça va être un vrai jeu de placement. Bah, c'est des synergies en fait. Là, en l'occurrence, on n'est pas sur un système de réglettes ou de mesures, on est sur un système de cases. Donc forcément, ça va être vraiment à la case près. Il va falloir bien se positionner quand on a des effets de zone ou au contraire des lignes de vue. Honnêtement, moi j'ai en effet ressenti ce côté 50-50 où il y a une vraie complémentarité entre les cartes et la figurine. Donc pour ça, en l'occurrence sur cette première partie, en tout cas, je trouve que c'est une belle réussite. Et c'est vrai que j'ai envie d'y rejouer. Mais en tout cas, voilà, on voulait te remercier d'être venu. Parce que Merci de m'avoir reçu. C'était vraiment cool. Merci de m'avoir battu. Ouais, de rien. En même temps, tu t'es un peu battu tout seul quand même. C'est possible. Mais voilà, on te souhaite vraiment le meilleur pour demain. Merci. On se doute que ça va être une journée assez intense et riche en émotions. Donc j'espère que ce sera les plus positifs possibles. Vous qui nous regardez, si ça vous intéresse, allez vous connecter demain à 10h. Parce qu'on sait très bien que voilà, dans ce genre de campagne, malgré tout, c'est au début qu'il faut donner une impulsion. Donc si le projet vous botte, allez-y tout de suite. Ça ne pourra que faire du bien au projet. N'hésitez pas aussi à partager des infos que vous avez pu avoir ici, à parler du jeu si ça vous intéresse, parce que on le voit, vous avez fait l'effort de faire en sorte que ça soit porté par la communauté, fait pour la communauté. Donc forcément, pour que le jeu vive et qu'il prenne son essor, il faut qu'il y ait une communauté. Et la communauté, c'est tout le monde qui la construit. Donc n'hésitez surtout pas à parler autour de vous de Tales of the Rift. Et puis du coup, on se donne rendez-vous demain à 10h alors. Ouais. Merci à vous. Allez, ciao tout le monde!